bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mardi 6 décembre. Voici les titres de cette édition. Nos visages seront-ils à nouveau masqués pour cette fin d'année? Le ministre de la Santé, François Braun, a lancé un appel aux gestes barrières, dont le port du masque dans certaines situations. Les citoyens nous ont donné leur avis sur la question. Ils ont enfin été inaugurés. Les 4 nouveaux bâtiments du Crous à Metz accueillent depuis septembre les étudiants. Coût de la rénovation, 23 millions d'euros. C'est un reportage à découvrir dans l'édition de ce soir. Et certains n'ont pas dit leur dernier mot en matière d'illumination. Leurs maisons s'allumeront tous les soirs malgré la crise de l'énergie. Mais pour ne pas subir une forte hausse de la facture, quelques agencements sont prévus. Bonnets, écharpes et gants seront de mise pour ce mercredi. Brume et brouillard teinteront le ciel dès le matin. Attention également aux gelées puisque les températures au réveil seront en dessous de 0. L'avenir s'annonce noir pour l'association Les Enfants du Charbon. Avec une dette qui se creuse, le dépôt de bilan n'est pas bien loin. Notre invitée ce soir est Juliane Bernardi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire au sein de l'association et membre depuis 17 ans. Ensemble, on fera le point sur la situation. Mais d'abord, place à l'actualité. Et on démarre avec l'opération de restitution d'armes à l'État engagée depuis le 24 novembre et qui s'est arrêtée ce vendredi 2 décembre. Et en Moselle, 1344 armes ont été déposées aux autorités et 411 armes non déclarées ont été enregistrées sur le système d'information SIA. Si le dépôt d'armes se fait toute l'année, cette opération ponctuelle avait pour but de lutter contre les accidents domestiques et les violences intrafamiliales. À partir du 1er juillet 2023, une déclaration dans le fichier SIA sera obligatoire pour obtenir une arme. Pour la suite, place au patrimoine. Édifié en 1720 par le premier marquis de Pange, le château du même nom est depuis préservé par ses descendants. Classé monument historique, la bâtisse s'intègre dans un havre de paix au bord de l'Agnier. En sommeil pendant l'hiver, le château de Pange se laisse compter par ses occupants à la belle saison. Si les travaux de réfection du toit sont lancés, l'association pour la reconversion du château de Pange rêve plus grand. C'est un reportage de Fanny Bragard. Dévasté pendant la guerre, le château de Pange témoigne de l'histoire meurtrie de la Moselle, une aventure familiale, vieille de 3 siècles, que se plaît à conter le 10e marquis de Pange. Le château n'a jamais été un lieu fermé, refermé sur lui-même. Ça a toujours été un lieu d'accueil, d'ouverture. Donc en fait, nous avons perpétué cette tradition, Edith et moi, depuis 45 ans, parce que nous avons repris le château après les maisons d'enfants il y a 45 ans. Et maintenant, notre fils s'inscrit dans cette volonté. Avec son épouse, Roland a bataillé pour restaurer le rez-de-chaussée de cet héritage familial afin de l'ouvrir dès 1984 à la visite. Sous l'impulsion du département, les jardins remarquables du château ont été dessinés par le paysagiste Louis Bénèche. Ils sont visités depuis par 7000 visiteurs chaque été, mais Jean de Pange imagine déjà le futur du château. L'idée est vraiment de travailler dans les 3 ou 4 prochaines années à mettre en place, trouver les moyens, définir un projet artistique et culturel ici pour le château. C'est un espace conséquent, c'est un espace vaste, il y a énormément de possibilités, il y a le château derrière moi, mais il y a le jardin, il y a les dépendances et il y a beaucoup de potentiel. Un projet de reconversion en maison d'art, de culture et de rencontres qui a séduit le président du département en visite sur le canton. C'est important de mettre en valeur tout ce patrimoine, toute cette richesse historique, patrimoniale, mais aussi humaine, avec des valeurs certaines que l'on retrouve ici. C'est préserver l'histoire, préserver le patrimoine et surtout préserver la farouche volonté d'en faire un lieu culturel, un lieu qui continue à diffuser pour nous ce qui est absolument essentiel, le bien vivre ensemble. Ancrée dans son territoire, la famille de Pange espère d'ici 2040 parvenir à restaurer l'intégralité du château pour qu'il rayonne et reflète une nouvelle image, celle d'une Moselle sans limite.
Pari d'avenir initié en 2013 par le département avec Moselle Fibre, le déploiement de la fibre optique sur le territoire avoisine les 57%, ce qui signifie qu'un foyer mosellan sur 2 est raccordé au très haut débit Internet. Avec l'arrivée de Free, les 4 opérateurs nationaux sont désormais disponibles. La 80 millième abonnée du réseau fibré a été mise à l'honneur ce mardi à Pange, où 80% de la commune est raccordée. On écoute tout de suite Jean-Paul Dastillung, le président de Moselle Fibre, au micro de Fanny Bragard. On s'aperçoit que vraiment c'était une initiative qui était très importante et très appréciée aujourd'hui par les usagers. Ça a été le premier challenge de dire que voilà, la Moselle sera fibrée jusque dans le plus petit village de la Moselle. Et ça, ce pari-là, il est vraiment gagné parce que je ne suis pas sûr que les opérateurs nationaux seraient venus en nombre aussi rapidement. Et on en parlait dans les titres, les visages seront-ils à nouveau masqués pour cette fin d'année dans les transports ou même au bureau? Face à la 9e vague de Covid-19, François Braun, ministre de la Santé, n'a pas exclu de revenir à l'obligation du port du masque si la situation l'impose. Mais qu'en pensent les premiers concernés? Voici leur réponse. Il n'y a plus trop de gel hydroalcoolique, il n'y a pas de masque et non, il n'y a pas de... Il n'y a pas spécialement de mesures qui sont mises en place pour les gestes barrières. C'était un petit peu abandonné et puis les gens commencent, je vois, à remettre le masque. On a gardé un peu des souvenirs du Covid, du coup on a quelques gestes qui restent quand même. Comme toujours, je fais attention à longueur de temps. Aux gestes barrières, je vais faire mes courses avec un masque, j'ai toujours du gel hydroalcoolique dans mon sac. Je pense que les gens devraient faire attention et remettre le masque puisque le Covid est de nouveau là. Donc c'est important quand même parce qu'il y a des gens qui sont fragiles. Il y a des gens qui mettent maintenant le masque dans le bus et après les autres, ils s'en foutent quoi. C'est toujours pareil. Les gens ont l'impression qu'ils ont repris une vie normale comme s'il n'y avait rien eu. Bon, c'est sûr, on voit les personnes âgées avec des masques, voilà, ce qui est plus logique, c'est à elles de faire plus attention. Pour les personnes âgées dans notre famille, on fait attention s'il y en a qui ont un rhume ou un truc comme ça. Mais c'est parce qu'on est plus en contact de notre famille aux approches des fêtes. On fait peut-être plus attention. J'estime à 10% péniblement les gens qui portent le masque. Pas beaucoup, hein. Je pense que c'est à chacun de voir ce qu'il doit faire. Le ministre de la Santé a également lancé un appel à la vaccination. Début décembre en Moselle, 291 personnes étaient hospitalisées pour Covid, dont 15 en réanimation. Pour la suite, les travaux avaient commencé en 2019, en plein Covid. Les voici terminés. Les bâtiments tout juste rénovés accueillent les logements Crous du Solcy. Les étudiants y sont accueillis depuis septembre et profitent d'espaces équipés et confortables. Tour d'horizon avec Camille Arnaud et Lucie Philippot. Yann est arrivé en septembre dans cette chambre rénovée du Crous. Originaire de Thionville, il a décidé de venir vivre ici pour ses études de génie mécanique. Le logement, je suis très content. C'est vrai qu'il est un petit peu cher vu que je paye 360 € pour un 13 mètres carrés. C'est bien aménagé, l'espace il est bien exploité. J'ai assez d'espace pour ranger tout ce que j'ai besoin, voire même plus. Le nouveau visage des logements Crous, le voici. Ici, les locaux ont été pensés pour le bien-être des étudiants avec des espaces partagés. C'est génial, alors, dès qu'il y a une place, moi je viens, j'emménage ici. Parce que je suis sur le 6 pour l'instant, mais c'est bien, je suis très très contente. Le Crous du Solcy propose des studios de 9 à 18 mètres carrés avec des chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite. Cette nouvelle offre de logement vient alléger un marché sous tension. Sur Metz, c'est un petit peu spécifique par rapport à ce qu'on peut avoir sur le reste de la Lorraine, en sachant que, en particulier sur l'île du Solcy, on a une pression en fait sur le logement étudiant qui est plus forte que ce qu'on peut retrouver sur d'autres parties du territoire. Donc oui, la demande était là et nos bâtiments seront occupés, auront un taux d'occupation optimal. Le logement représente 55% du budget d'un étudiant. Alors en cette période d'inflation, la demande d'occupation était forte pour la rentrée de septembre.
On a vu une demande plus forte, mais aussi parce qu'on a réformé nos modalités d'accès et on a vu une vraie différence avec à peu près 30% d'étudiants qui ont fait des demandes en plus et qui parfois n'osaient pas faire une demande en se disant le logement en résidence Crous, c'est pas pour moi. Les 4 bâtiments finis peuvent accueillir presque 500 étudiants. La construction d'autres bâtiments est en cours. Les travaux devraient s'achever d'ici fin 2023. Depuis 10 ans, l'association AFEV, implantée à Metz Nord, lutte contre les inégalités. Dans cette optique, l'association propose aux étudiants de s'engager en accompagnant bénévolement un enfant issu de quartiers prioritaires de la ville. Cette année, 250 binômes ont été constitués en Moselle. Nous avons suivi l'un d'entre eux. Regardez. Tous les jeudis, c'est Angelina qui vient chercher Daniel à l'école. Et comme toujours, l'étudiante est bien accueillie. Depuis l'année dernière, ces 2 amis de 14 ans d'écart partagent un bout de chemin. Au programme aujourd'hui, après quelques bêtises, dessins et pâte à modeler. Alors, on prépare le matériel. Des pinceaux un peu style peinture. Ok, on les prend. On les prend. Quoi d'autre? Moi, ça m'a l'air pas mal. Pour jouer. Mais l'activité qu'a préféré faire Daniel depuis leur rencontre, c'est le marché de Noël. Le marché de Noël, oui. Oui. Ça m'avait beaucoup plu l'année dernière. Tu te souviens des photos qu'on avait fait au marché à la République? Oui, à la République, oui aussi. Il y avait une photo où il y avait le Père Noël. Parfois à la piscine, à la patinoire, au musée ou ici, dans ce tiers-lieu implanté à Metz Nord, le binôme s'amuse ensemble 2 heures par semaine. L'objectif, ouvrir Daniel au monde qui l'entoure. Il y a quelques mois encore, le petit garçon vivait en foyer avec sa famille. Alors, ces quelques moments de complicité sont pour lui une parenthèse colorée. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, je lui ai demandé les activités qu'il aurait envie de faire. Il m'a répondu qu'il aimerait bien aller en forêt parce qu'il n'en avait jamais vu, il n'avait jamais été en forêt. Et donc on a été au niveau du Solcy, se balader, et il a juste adoré. Et il m'a redemandé si c'était possible d'y retourner. On a fait une activité chasse aux œufs de Pâques là-bas. C'est l'occasion pour moi de lui faire découvrir plein de choses. Mais de son côté, il m'en fait découvrir aussi beaucoup. Notamment des spécialités culinaires d'Albanie offertes par sa maman avec laquelle l'étudiante est devenue proche. Comme Angelina et Daniel, 250 autres binômes sont constitués en Moselle grâce à l'AFEV. Les étudiants bénévoles sont recrutés à l'université pour accompagner un enfant de quartier prioritaire de la ville. On les encourage à sortir, mais on leur conseille aussi de ne pas faire beaucoup d'activités payantes, dans le sens où le mentorat n'est pas amené à durer pendant de longues années. Et l'idée, c'est que les parents puissent reproduire ces activités-là et que ça ne leur coûte pas trop cher parce qu'ils ont des budgets assez serrés. Et l'association cherche encore une dizaine de bénévoles prêts à s'engager pour lutter contre les inégalités avec le sourire. Tu fais un sourire avec ton chat ? Comme chaque mardi, place à l'économie du territoire. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Direction Sarreguemines maintenant pour faire un saut dans le domaine de la sûreté et de la sécurité avec Secursphère, nouvelle marque lancée par l'entreprise Optimum, initialement liée à l'industrie robotique. Avec leur service de sécurisation des sites, de chambres fortes robotisées et de logiciels spécialisés, Secursphère veut répondre à une forte demande. Reportage. Depuis le 29 septembre, la société Optimum ne propose officiellement plus de prestations sûreté-sécurité. Désormais, c'est la marque Secursphère qui gère toute cette partie. Si l'équipe est restée identique, l'entreprise sarregueminoise a préféré séparer son activité première, l'industrie robotique, et celle de Secursphère. Le besoin qu'on a ressenti, c'était d'aller plus vers nos clients avec un message plus clair. Donc on a regroupé dans cette marque les activités DigiSphère, qui est le produit dédié au management de la sécurité au travers d'un outil numérique. On a la partie historique qui est les salles fortes robotisées et la sécurisation des sites physiques en intégration de produits et de solutions. Actuellement, Secursphère traite avec près de 600 utilisateurs sur la partie digitale et s'occupe de la maintenance d'une quarantaine de chambres fortes. Côté industrie, la nouveauté, c'est le département R&D, recherche et développement. Depuis 2 ans, Optimum ne se contente plus de créer sur mesure les chaînes robotisées de ses clients.
On intègre beaucoup de nouveautés. La difficulté, c'est justement d'être sûr que la nouveauté ne va pas entraîner des problématiques en production. Donc on a un processus interne à travers des cellules de développement qui nous permettent de tester, d'éprouver les technologies avant de les proposer aux clients. Donc ça, c'est un vrai plus parce qu'on est sûr, quand on fait une offre, qu'on est capable d'obtenir le résultat proposé. Et le travail du bureau R&D, c'est d'essayer de sortir du projet, mais de créer une manière de travailler ou des standards qui pourraient être réutilisés sur d'autres projets ou sur d'autres types d'applications. Avec 5,5 millions de chiffre d'affaires par an et un regard tourné vers le 4.0, les deux marques, Optimum et Secursphère, ont encore un bel avenir devant elles. Dans un contexte de crise énergétique et de possibles coupures de courant cet hiver, faut-il oui ou non orner sa maison de décoration lumineuse pour les fêtes? Alors si certains ont fait le choix de passer leur tour cette année, d'autres perpétuent la tradition. C'est un reportage de Jean Milan. François, c'est un rituel immanquable. Depuis 30 ans, il décore sa maison à Bassam. Plus qu'on en a, après c'est plus de boulot après. Mais bon, ça j'aime bien le faire quoi. Cette année pourtant, le retraité s'est fixé quelques limites. Je les allume à partir de 8h jusqu'à 9h, 1h juste tous les soirs un peu. Une demi-heure, 1 heure comme ça. Ça a toujours été comme ça ou vous réduisez un petit peu cette année? Là cette année je réduis beaucoup parce que pour la facture, il faut réduire quoi. Autre échelle, mais même combat pour Émilie. Attraction incontournable des fêtes, sa maison s'illuminera une semaine de moins par rapport aux années précédentes. On s'arrête le 1er janvier, alors qu'habituellement on s'arrête le 6 janvier, l'épiphanie. Bon, on fait face à la crise énergétique, on essaye de faire comme on peut à notre manière et on a réduit de presque 1 heure tous les jours. Avec plus d'un demi-millier de sujets, la mère de famille va payer entre 100 et 120 € pour le mois de décembre. Ce qui ne représente même pas 4 € par jour. On a 16 ampères, ce qui correspond à un sèche-linge allumé, en même temps le micro-ondes et le four, ce qu'une famille normale allume chaque jour, je pense. Tous les ans, plus de 1000 personnes viennent voir le travail d'Émilie. Et preuve que ce n'est pas la facture qui va l'arrêter, elle a même pour cette édition une petite nouveauté. Voilà, la cabane du Père Noël, avec 400 Père Noël, accumulés depuis une trentaine d'années. C'était à mes parents et ils me l'ont gentiment légué. Une belle collection. La magie de Noël restera donc intacte, du moins si aucune coupure de courant ne gâche ce spectacle-ci. Sont-ils proches du dépôt de bilan? Existe-t-il encore un espoir pour que l'année 2023 voit émerger un nouveau spectacle? Le secrétaire de l'association Les Enfants du Charbon nous répond ce soir. Juliane Bernardi, bonsoir. Vous faites donc partie de l'association depuis 17 ans maintenant, donc depuis les tout débuts. Les Mosellans ont certainement tous le souvenir, déjà depuis 2005, de vos grands spectacles Son et Lumière qui retracent l'histoire du charbon lorrain et de ses gueules noires. Est-ce qu'on pourrait peut-être déjà, pour démarrer, faire un état des lieux? Depuis 2005, combien de spectacles? Lesquels ont mieux marché? Ce genre de choses. Alors effectivement, les Enfants du Charbon, je pense que c'est devenu un spectacle incontournable depuis 2005. Alors ça a commencé en 2005 donc au Puy-Villemain avec un spectacle créé par Sylvie Dervaux qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Un spectacle sur une fresque chronologique de la préhistoire jusqu'à nos jours. En fait, on montrait le mineur depuis la création du charbon même jusqu'à aujourd'hui. Donc là, en fait, ça a attiré un certain type de spectateurs. Ensuite, on a eu une petite coupure pour se remettre en question, parce qu'il faut toujours se remettre en question pour attirer un public plus nombreux. Et on avait fait un appel d'offres en 2011, c'était l'année blanche, et on a recréé un spectacle en 2013 avec la Compagnie des Racines et moi, sur un tout autre concept, c'était de refaire un théâtre vivant, donc avec quasiment 80 personnes sur scène et qui avaient du texte.
Avant, c'était une bande-son, la voix française de Morgan Freeman, cette belle voix grave. On a décidé, avec le metteur en scène, Laurent Guillaume Délinger, de faire un grand théâtre vivant, avec tous ces gens qui parlent sur scène. Et on a fait en tout 14 spectacles. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une année record en termes de nombre de spectateurs Alors en fait, c'est pas comparable le spectacle d'avant et celui d'aujourd'hui. Déjà d'une, parce que les premiers spectacles, on avait une tribune de 2500 places. Donc on accueillait plus de monde à l'intérieur, donc on a fait des soirs, des saisons entre 10 et 11 000 personnes à peu près, et on a réalisé la meilleure performance sur la nouvelle version du spectacle en 2019 avec 6 551 spectateurs, donc une toute petite journée de pluie, c'est ce qui nous a manqué pour faire le record de 7 500 spectateurs. Mais depuis quelques années, d'ailleurs on va dire à partir du Covid, les problèmes s'accumulent un petit peu pour l'association. En mai dernier, vous tiriez aussi la sonnette d'alarme. Le Covid donc est passé par là. Il y a eu d'autres points négatifs ou néfastes à la bonne santé de l'association ? Alors en fait, on a toujours fonctionné depuis 17 ans sur un équilibre financier à 0. Les années en fait où on avait du bénéfice, on le réinvestissait. Les années en fait où on faisait 0 €, c'était finalement une très bonne année, parce que le but du jeu, c'est de ne pas faire de l'argent, c'est de tout réinvestir et de faire toujours du tourisme et de la culture. Ça, c'est vraiment en fait ce que les enfants du Charbon veulent faire, devoir de mémoire, avec attirer du monde par le tourisme. Effectivement, 2019, très très bonne année. Donc on part sur cette lancée-là, et les pouvoirs publics, les élus nous disent allons-y, on y va l'année d'après. Le Covid est là. On ne sait pas trop comment ça se passe. Donc 2020, c'est une année vraiment Covid, donc on ne le fait pas du tout. Et 2021, on met en place tout ce qu'il faut, les gestes barrières, le pass sanitaire. Et finalement, on fait 40% de visiteurs en moins, à peu près la fréquentation qu'on peut retrouver dans des musées lors d'un Covid. Et ce qui nous ramène à 40 000 € de manque à gagner. C'est-à-dire que les personnes, on a fait 3 500... 4000 spectateurs. Les 2000 visiteurs qui nous manquent, c'est ce qui représente environ 40 000 € sur la facture, enfin sur le bilan final. Et puis l'édition 2022 qui est annulée, faute de partenaires aussi financiers, qui certains se retirent. Aujourd'hui, quelle est la situation concrètement ? Il y a un déficit de 80 000 €. C'est ça. Alors aujourd'hui, on est dans une situation catastrophique, hein, on va le dire comme ça. On a 80 000 € de dette. On ne peut pas continuer aujourd'hui sur un projet 2023 si on n'a pas de garantie financière. Ça, c'est évident. Donc effectivement, les partenaires financiers, les élus, pour la plupart, aujourd'hui se désintéressent du projet. On a beaucoup de mal à rentrer en contact avec ces élus depuis l'Assemblée Générale, depuis le mois de mai. Courrier, des mails, des appels téléphoniques, des rencontres imprévues n'ont pas réussi pour l'instant à débloquer la situation. Je sais qu'il y a un beau projet par le département qui est dans les cartons. Nous, aujourd'hui, on demande vraiment à se mettre autour de la table, à trouver une solution, parce que je pense que le spectacle Les Enfants du Charbon a toute sa place en Moselle-Est, en Moselle, et M. Weiten disait que ce spectacle doit avoir un rayonnement plus que mosellan. Il doit aller au-delà du département, et aujourd'hui, toute l'association est prête à continuer un autre projet. Donc concrètement, quelles sont les solutions qui vont s'imposer ? Alors on a deux solutions, il faut rester lucide. La première solution, on n'arrive pas à trouver de financement jusqu'à la fin de l'année, c'est un dépôt de bilan. Donc l'association se termine et on nous obligera à dissoudre l'association. C'est quelque chose que je dis avec un peu d'émotion parce que je suis là depuis le début et c'est jamais intéressant, enfin c'est jamais marrant de devoir fermer et dissoudre une association. La solution que nous on préférerait, c'est qu'on arrive à se mettre tous autour de la table, toutes les parties prenantes, que ce soit la région Grand Est, le département de la Moselle, les 4 intercommunalités qui entourent le spectacle, qu'on puisse se mettre autour de la table et qu'on puisse discuter d'un vrai projet 2023, 2024, 2025, quelque chose sur la durée, qu'on puisse aujourd'hui forcément éponger les dettes et qu'on puisse repartir à zéro sur ce beau projet.
En tout cas, on espère que votre dernier appel sera entendu. Merci d'avoir partagé notre plateau et à bientôt, on l'espère peut-être à nouveau sur les planches du carreau Wendel. Merci. Avant de se quitter, notre image du jour est gourmande. Voyez plutôt ce bredel gigantesque réalisé à Bitche par 3 artisans pâtissiers, un biscuit traditionnel de 2,022 m de long et 57 cm de largeur, des mesures symboliques, vous l'aurez compris, puisqu'elle se réfère à l'année 2022 et au code du département. Une idée qui s'inscrit dans le cadre de la place du Noël du Beacherland, où chaque semaine avant Noël, plusieurs animations sont proposées autour d'une thématique. Du 28 novembre au 4 décembre, c'était donc le bredel qui était mis à l'honneur. Mais ce biscuit géant n'était pas que décoratif, puisqu'il a été ensuite découpé et partagé jusqu'à 3000 morceaux qui ont été distribués aux visiteurs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant toute l'actualité sportive dans Moselle Sport, puis découvrez un nouveau numéro de notre émission 100% jeunesse. Si vous avez encore soif d'actualité, rendez-vous sur notre site internet moselle.tv et bien sûr sur nos réseaux sociaux. Très belle soirée et à demain.